Bonjour et merci beaucoup pour votre patience. Ça a duré un petit peu parce que c'est un format hybride qu'on va vous présenter ici, cette table ronde. Parce qu'en fait, on a deux participants qui sont en Afrique, donc qui sont en connexion et apparemment c'était un peu difficile à mettre en place. Donc maintenant, ça y est, je le vois là. Donc je suis très heureuse de pouvoir souhaiter la bienvenue à Jennifer Bamuturaki, la présidente de l'AFRA, African Airlines Association, et directrice générale de l'Uganda Airlines. Thank you so much for joining in. Il y a également par Merci beaucoup pour votre visio, présence Sylvain avec nous. Bosque, Nous qui est avons le PDG d'Avico, qui est aussi en déplacement en ce moment en Afrique. Et à mes côtés, j'ai Monsieur Simon Kaboré, qui est le secrétaire exécutif de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Bonjour. Et Jean-Claude Cross, qui est le secrétaire général adjoint de l'Association des transporteurs aériens francophones. Bonjour. Merci beaucoup de nous joindre. Donc, cette table ronde sur l'Afrique, on a constaté que le transport aérien global a presque tourné la page de la crise Covid, mais les experts de l'IATA pensent que le marché africain va rester un marché difficile pour les compagnies aériennes avec beaucoup de challenges. Sur la période 2020 à 2022, les compagnies africaines ont subi des pertes cumulées de 3,5 milliards de dollars. Et pour cette année, l'IATA s'attend à une nouvelle perte de 213 millions de dollars. L'Afrique représente 18% de la population mondiale, mais uniquement 2,1% du transport aérien global. Donc, la question est, quand est-ce que l'Afrique peut décoller ? Et pour commencer, j'aimerais bien savoir un petit peu comment la crise du Covid a impacté le secteur en Afrique. Donc, Jennifer, maybe you can start. Jennifer, peut-être vous pourriez commencer la discussion. Donc, bonjour, je m'appelle Jennifer, présidente de l'AFRA, directrice générale d'Uganda Airlines. Comment cela nous a impacté, en fait, le fait que nous soyons connectés en ligne est un des effets positifs, en fait, de la crise, en quelque sorte, que nous pouvons participer à des réunions. Et maintenant, si je considère l'impact sur le secteur de l'aviation, nous pouvons considérer des points négatifs, mais aussi des points négatifs. Sur le point de vue négatif, rapidement, lorsque je considère Ugandan Airlines qui a été affecté, pour les longues distances, à la fin de 2019, nous avions on était de retour en mars 2021 et on a connu un ralentissement dans notre expansion. Et nous travaillons vers 18 destinations, alors qu'on était seulement vers 11 destinations. Et je crois qu'une des questions que nous pouvons nous poser, c'est que les pays ont été lents pour réouvrir, en fait, pour nous permettre de remettre en place le processus réglementaire. Et comme vous le savez, les déplacements, le voyage a été affecté. Et par rapport, et nous sommes maintenant sur le point de revenir dans la bonne voie, mais bien sûr, cela n'est pas au niveau où il était auparavant, avant la COVID. Voilà, merci. Oui, la situation a été assez contrastée en fait. On peut dire que pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, le Covid a moins frappé qu'ailleurs, en tout cas c'est ce qui semble, sans qu'on sache très bien pourquoi. Pour autant, le transport aérien sur l'Afrique a suivi exactement le même mouvement que sur le reste du monde.
en particulier sur l'Afrique du Nord, où, si je prends l'Algérie et le Maroc, le trafic a été totalement ou quasi totalement stoppé pendant 2 ans. Sur le reste de l'Afrique, ça a été moins virulent. Par contre, paradoxalement, le trafic nord-sud d'Europe vers l'Afrique a moins baissé que dans le reste du monde. Pour ce qui est du recouvrement, ce qui était prévu au départ, c'est que la remontée africaine se ferait plus lentement que dans le reste du monde. IATA en particulier prévoyait que ce soit vers 2025 qu'on retrouve le niveau de 2019. Manifestement, depuis quelques mois, la situation s'accélère et donc on vise plutôt de recouvrer le trafic de 2019 vers la fin 2024. Je pars sous votre contrôle. Oui. Donc peut-être vous pouvez ajouter vos impressions sur cette question. Alors, merci madame, bonsoir messieurs, mesdames et messieurs. Alors, je voulais excuser Daniel Lefebvre, c'est notre président, le président de l'UGACO, qui est également directeur général des aéroports du Congo. Il est du groupe Aegis, il devait être là, mais malheureusement, il a été empêché. Donc, il s'en excuse. Alors, la question est comment la crise a impacté le secteur aérien en Afrique. Moi, je m'occupe des aéroports. Je vais parler pour les aéroports de l'Afrique, du centre et de l'Ouest. Alors, il faut dire que nos aéroports sont en général de petite taille. Nous avons des aéroports dont le trafic est situé entre 500 000 et 1 million de passagers. Et les plus gros donc, sont la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Ce sont ces aéroports qui sont au-dessus des 2 millions de passagers. Alors, voyez-vous, lorsqu'un aéroport a 500 000 passagers, et se voit réduit donc ce nombre de passagers à 60 à 70%, vous voyez bien que les 30% qui restent, si vous ramenez ça donc en termes de passagers, ce n'est pas grand-chose. Alors, cependant, nos aéroports ont continué à payer le personnel. Il n'y a pas eu de licenciement au niveau de nos aéroports. Nos aéroports n'ont pas reçu d'accompagnement des États. Beaucoup d'États occidentaux ont été subventionnés par... beaucoup d'aéroports ont été subventionnés par leurs États. Ça n'a pas été le cas donc en Afrique. Il y a peut-être quelques exceptions, mais en général, les aéroports se sont débrouillés entre griffes tout seuls donc, pour sortir donc, de cette crise-là. On peut dire que, alors, par contre, les compagnies aériennes, elles, en Afrique, ont été subventionnées par les États. Alors, en tout cas, les aéroports, ce n'est pas tout à fait le cas, à quelques rares exceptions. Bon, il faut aussi relever qu'en plus de la crise sanitaire, certains de nos pays ont été frappés par la crise sécuritaire, le terrorisme. Vous n'ignorez pas qu'il y a du terrorisme dans certains pays. Bon, je vais les citer. Le Burkina Faso, qui est vraiment en pleine crise sécuritaire. Vous avez également le Mali. Bon, sporadiquement, le Niger, bon, je ne vais pas les citer tous ici. Même la Côte d'Ivoire a été également frappée par cette crise-là. Alors, donc, l'un dans l'autre, je dois dire que bon, nos aéroports ont été résilients, se sont très bien comportés. Et bon, Dieu merci, comme il le disait mon voisin, à la date d'aujourd'hui, les aéroports ont recouvré leur trafic de 2019. Il y en a même qui ont dépassé de 6%. de trafic de 2019, notamment la Côte d'Ivoire. Et vous expliquez ça comment, qui remonte tellement vite? Bon, effectivement, les prévisions avaient estimé que les aéroports africains allaient avoir beaucoup de mal à remonter la pente. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme il a dit, c'est surtout, je pense que c'est surtout le trafic nord-sud. Bien sûr, avec des vols comme Ethiopian qui fait le tour. Il y a également ce réseau intercontinental, à l'intérieur de l'Afrique. Donc, Askai, Ethiopian, qui bouge beaucoup. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ça a permis de stabiliser le trafic et ramener donc au niveau de 2019. Non, et puis la vigueur économique
est un facteur de développement. Et donc, comme la Côte d'Ivoire se porte plutôt pas mal en ce moment, donc le trafic aérien, lui, il monte raisonnablement. Peut-être je demande à M. Bosque maintenant ses impressions. Pour vous, les affaires, ils étaient impactés comment là, par le Covid en Afrique? Ont disparu parce que tous les États n'ont pas pu venir en aide à leurs compétences. Et notamment, on a vu disparaître ça. C'était une des plus grosses compagnies de la région. Air Namibia aussi, a connu aussi une restructuration importante. Donc le paysage a énormément changé. On se rend compte que les compagnies qui ont tiré leur épingle du jeu sont celles qui avaient un modèle d'affaires reposant sur des petits avions, des petits modules permettant d'assurer des bonnes fréquences sur des flux qui sont plus petits. Et les compagnies qui avaient une grosse proportion d'avions long courrier ont beaucoup souffert. Donc en fait, le paysage est extrêmement modifié. Et en revanche, ce qu'on peut dire, et Jean-Claude l'a fort bien dit, c'est que les cartes sont redistribuées. Certains pays ressortent beaucoup plus forts que d'autres. En revanche, l'aviation demeure absolument essentielle en Afrique, parce que vous avez dit au départ que effectivement, l'aviation semblait être sous-dimensionnée dans l'Afrique par rapport au poids de ce continent dans la population mondiale. En revanche, c'est un continent qui est immense, où le rail est peu développé, où les routes sont aussi peu développées, et souvent peu praticables du fait d'obstacles naturels ou saisonniers. Et donc, c'est le continent, pour moi, de l'aviation, et ça le restera pour le futur, malgré tous les challenges, notamment environnementaux, auxquels nous allons faire face. Et une autre question encore pour Janet. Excusez-moi, Oui, pardon. Il a tout à fait raison. Hein. Soit les États ont soutenu, soit les compagnies ont disparu. Le résultat, il est simple, c'est qu'au bout du compte, on a eu sur la période une baisse de 15 à 20% du nombre de sièges sur l'intra-africain, et que ça a eu un effet positif qui a été de maintenir le niveau de la recette. Ce qui a permis une sortie de crise qui est plutôt pas trop mauvaise. Oui, donc je reviens à Jennifer avec une question. Est-ce que ça a changé quelque chose sur votre business model des compagnies en Afrique, cette crise qu'on a derrière nous? Donc, en Afrique, en 2019, depuis donc la pandémie de Covid, l'interprète s'excuse, c'est impossible de travailler comme ça. Nous avions prévu de faire des vols de longue distance, mais tout cela est tombé un peu à l'eau et donc tous ces avions ont été stationnés et on a dû réinventer la manière de fonctionner et nos calendriers et nos horaires. On ne pouvait pas revenir à plein débit dès le début. Il y avait certaines destinations qui n'ont pas pu être desservies. Il nous a fallu commencer une destination à la fois de 7 à 1 vol par jour. Cela a changé notre modèle de manière assez significative et de pouvoir connecter les capitales au travers de pays du continent. Cela a changé. Nous avions un plan, d'autres choses qui ont changé. Il nous a fallu combiner certains éléments. Et cela a été
et revoir les différents régimes fiscaux et différents systèmes de tarifs, etc. Donc ça a été assez difficile. Maintenant, nous voyons que les chiffres reprennent en hausse et nous voyons que ces nouvelles destinations qui augmentent de manière périodique par rapport à cela et donc on voit que cela va dans le bon sens. Merci. Simone, je crois les aéroports que vous représentez, vous avez décidé un plan après le Covid pour attaquer une stratégie après ce qu'il faut faire. Oui, bon, nous avons plusieurs plans. En fait, l'année dernière, déjà, nous avons organisé ce qu'on appelle le Forum de relance du trafic aérien que nous avons organisé en Côte d'Ivoire. Bon, c'était pour faire un peu le deuil du Covid et puis bon, essayer de réunir donc les conditions pour pouvoir donc reprendre donc le trafic. Et ça a bien marché. Et je voulais profiter de cette tribune-là pour annoncer le symposium que nous organisons en Côte d'Ivoire les 25 et 26 octobre prochains en collaboration avec Tribune qui nous reçoit ici. Alors, c'est un symposium sur la gouvernance des aéroports. Parce que voyez-vous, nos aéroports sont gérés par de grands groupes. Je vais citer quelques-uns. Vous avez Aéroport de Paris, le groupe Aegis. Il y a les Singapouriens qui sont donc à Libreville et les Turcs, Souma et Lima, qui sont à Niamey et puis donc au Sénégal. Alors, nous souhaitons, à travers ce symposium-là, réunir ces grands groupes-là pour échanger et puis voir un peu, donc après ce Covid-là, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour améliorer donc, la gestion des aéroports. Donc, vous êtes cordialement invités à cette rencontre-là. Déjà, le président du groupe Aéroport de Paris a pris l'engagement donc, de nous rejoindre. Donc, c'est une annonce importante pour nous. Donc, nous souhaitons que tous les équipementiers, tous les fournisseurs, tous les responsables qui sont là puissent donc se joindre à nous les 25 et 26 octobre prochains à Abidjan. Alors, les aéroports du centre et de l'ouest, j'avais déjà dit que c'est des petits aéroports. Il faut dire que ces aéroports, donc, nous avons des recettes qui relèvent essentiellement donc, des recettes des redevances aéronautiques. Et puis, bon, l'extra-aéronautique, ce n'est pas important, mais c'est surtout la partie aéronautique qui est assez sur laquelle nous vivons. Alors, donc, avec ces recettes, nous devons financer les aviations civiles. Hier, lorsqu'on écoutait le PDG de l'Aéroport de Paris, il avait expliqué qu'au niveau de l'industrie, les structures ne se parlaient pas assez. Alors, je pensais que c'était exclusivement dans nos pays, même si on se réunit formellement, nous pensons qu'il faut faire davantage. Et l'expérience du forum qui nous reçoit ici, c'est une belle expérience que nous allons donc éprouver en Afrique, pour voir dans quelle mesure donc, les compagnies aériennes, les aéroports et puis les autres partenaires donc, pourraient se réunir régulièrement comme on le fait ici, pour échanger donc des problématiques des aéroports, des compagnies aériennes et puis bon, toute la composante du transport aérien. Voilà, merci. Donc vous avez le sentiment que vous ne parlez pas assez entre vous, entre les différentes structures en Afrique, que c'est un des challenges qu'il faut adresser pour faire décoller l'aviation en Afrique? Je crois qu'il y a des rencontres formelles, il y a des rencontres qui nous réunissent, mais à l'image de ce qu'on trouve en France, et ils l'ont reconnu, je pense que les structures devaient se parler davantage. Parce que les compagnies aériennes en Afrique, bon, je ne vais pas les citer, il y a quelques-unes qui ont déposé le bilan et qui se sont essayées par 2-3 fois. Jusque-là, ça ne marche pas. Mais c'est quoi le véritable problème? Je pense que ces compagnies devraient s'asseoir avec les aéroports, même si on le fait dans le cas de l'IATA, on devrait s'asseoir de manière formelle avec les aéroports et puis donc les autres composants de l'industrie pour échanger régulièrement. Et ça ne se fait pas à ma connaissance. C'est pas encore. Moi, je représente des aéroports, mais je n'ai pas encore eu de rencontre avec des structures comme l'AFRA pour discuter effectivement des problèmes qui nous opposent. Là, vous avez... Le président de l'AFRA qui est là.
Oui, je voilà. pense qu'il Donc, pourra confirmer. vous pouvez décider là de travailler, d'échanger plus ensemble. Donc là, une question pour tous les participants. Quels sont, en dehors de ça, donc cette peut-être parfois manque de coopération, si j'ai bien compris, à votre avis, les autres challenges qu'il faut adresser en Afrique, qui sont spécifiques peut-être ou peut-être pas spécifiques pour l'Afrique? Alors, vous parlez d'un dialogue, hein. Il faut déjà aussi que les compagnies aériennes africaines dialoguent entre elles. Moi, je vous racontais une expérience. Il y a une douzaine d'années, quand je me suis réinvesti sur l'Afrique, c'était dans l'idée que, sans être naïf, on ne referait pas Air Afrique, mais qu'il fallait avoir une coordination entre les compagnies africaines, coordination sur leurs programmes, coordination sur leur commercialisation, sur leur maintenance, etc. Et pour cela, nous avions réuni au Bourget les principaux ministres des Transports de l'Afrique de l'Ouest et quelques-uns d'Afrique centrale. Ils étaient tous d'accord. Après ça, on a réuni tous les patrons des compagnies aériennes, c'était à Abidjan, ils étaient tous d'accord. On a fait un plan de travail sur les code-share, sur la commercialisation réciproque, sur l'assistance réciproque en escale, etc., etc., etc. Dès la semaine suivante, avec enthousiasme, le premier groupe devait se réunir avec un rapporteur, un président, etc. C'était il y a 12 ans. Il ne s'est rien passé. Et c'est un des gros problèmes dans la mesure où les égoïsmes nationaux, je suis un peu provocant en disant ça, prennent souvent le pas sur la nécessité de coordination. Et sans cette coordination, les compagnies africaines, sur des territoires, vous le disiez, qui sont souvent trop petits, sur des lignes qui sont trop restreintes, n'arriveront pas à s'en sortir. Et cette anarchie continuera. Et régulièrement, nous assisterons, comme nous l'avons fait sur les 10 ou 20 dernières années, à des faillites de compagnies aériennes. Elles sont récurrentes, régulières, mais aucune leçon n'en est tirée à chaque fois. J'ai vu Sylvain Bosque qui était d'accord avec ça, donc peut-être vous pouvez commenter. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vient d'expliquer Jean-Claude. Je pense que les compagnies africaines sont aujourd'hui trop nombreuses sur des flux qui sont trop petits et il faudrait que l'on puisse les laisser fusionner de façon à ce qu'elles atteignent la masse critique et puissent être de vrais acteurs au niveau continental. Le problème qu'on a vu, et Jean-Claude en a parlé, c'est que tout le monde est d'accord en théorie, mais en pratique, les égoïsmes prennent le pas. Et chacun veut faire sa propre petite compagnie avec ses propres gros porteurs, et à la fin, tout le monde fait faillite. Et ceci vient du fait que les compagnies aériennes ne sont pas considérées comme des investissements normaux. C'est un projet diplomatique, une compagnie aérienne. C'est un porte-drapeau. Absolument. Et pas seulement en Afrique, hein, d'ailleurs, c'est vrai partout. Et c'est un projet qui dépasse le cadre économique, c'est un projet politique. Et donc l'investissement, souvent, des politiques dans ces projets-là aboutit à des prises de décision qui sont contraires aux intérêts des compagnies et qui aboutissent à des aberrations dans la matière de choix de flotte, dans la matière de choix de réseau. Et à la fin, ce sont des montants astronomiques qui sont engloutis. Et malheureusement, l'histoire de l'aviation africaine, c'est une histoire d'interférence politique extrêmement toxique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la compagnie africaine qui réussit aujourd'hui, en dehors des quelques entreprises privées qui marchent bien, je pense par exemple à Astral Aviation au Kenya ou Airlink en Afrique du Sud, la compagnie publique qui fonctionne bien, c'est Ethiopian Airlines. Et justement, Ethiopian Airlines, depuis le début, a une gouvernance extrêmement stricte qui empêche l'interférence des politiques. Les politiques interviennent pour assister la compagnie en lui proposant des financements et un terrain d'action extrêmement favorable au niveau fiscal, au niveau de l'environnement, des règles de travail, etc. Mais en revanche, n'interviennent pas dans l'emploi, dans les choix de réseau, etc. Et malheureusement, ce modèle éthiopien n'a pas trouvé d'autres applications dans les compagnies publiques d'Afrique. Donc il faudrait qu'on arrive à convaincre, comme le suggérait Jean-Claude,
des entreprises de créer peut-être des mini Air Afrique par région, peut-être une compagnie en Europe de l'Ouest, une compagnie en Afrique de l'Ouest, une compagnie en Afrique centrale, une compagnie en Afrique australe, pour qu'elles puissent atteindre la taille critique, réduire les coûts d'exploitation et en réduisant les coûts, pouvoir offrir des tarifs plus bas et donc stimuler la demande, parce qu'aujourd'hui, seule une petite partie de la population peut voyager parce que les coûts d'exploitation sont trop élevés. Je voudrais modérer mon propos. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvain, sauf que il y a quand même des champions qui ont émergé en Afrique. Je pense à la RAM, je pense bien entendu à Ethiopian. Kenya est en train d'à peu près se relever. Comment ? Rwandair aussi est en train d'émerger. Je pense aussi à des compagnies plus petites, mais qui arrivent maintenant à l'équilibre, qui sont Askai d'un côté et Air Côte d'Ivoire de l'autre. Je vois les efforts que fait Air Sénégal, je ne sais pas s'ils sont couronnés de succès. Bref, globalement, il y a quand même une volonté de s'en sortir. Est-ce que nous pourrions arriver à des mini-Air Afrique ? Je crains que les nationalismes, ils sont incontournables, dans la mesure où ce sont les États qui financent. Et quand les États financent, il va y avoir un droit de regard. Et c'est exactement ce qui se passe. Sans les États, il n'y a pas d'investisseurs privés, parce que le retour sur investissement est tellement lointain, il est à plus de 10 ans en général, que les investisseurs privés n'y vont pas. Donc c'est les États qui doivent financer ce développement. Et dès lors qu'ils financent, il va y avoir un droit de regard. Je pense que des mini-Air Afrique ne seront pas possibles. Ce qu'on peut espérer simplement, c'est moins bien, c'est une vraie coordination entre ces compagnies, voire des JV, des code-share, puis des joint ventures, de telle sorte qu'ils arrivent à se fédérer entre eux. L'idée qu'ils arrivent à faire des mini-Air Afrique, ce serait l'idéal. Mais je crois que cet idéal est un peu loin pour l'instant. Jennifer, what do you think about this? Is it possible, this cooperation between airlines in Africa? No, I wanted to know what you think about this, what they said, that it's important to have more. Quelle était la question, s'il vous plaît? Possible or not? C'était la question sur les défis et les obstacles? C'était cette question-là? No, I think there was some mistake in the Est-ce que la coopération serait possible? Une coopération entre les compagnies aériennes en Afrique serait possible? Ah, d'accord. Je voudrais dire une chose. Oui, ça peut être possible. Nous avons tous le même programme, les mêmes... Nous sommes d'accord et nous visons le même objectif. Mais comme l'intervenant précédent a dit, il y a un problème où chacun a le sentiment de vouloir faire les choses tout seul. Et on n'arrive pas donc à se réunir autour d'un même objectif. Un exemple. On parle, mais sur le terrain, c'est autre chose, et ça, c'est un défi. Alors, on est d'accord pour le faire, mais on n'agit pas. Donc, même si on se met d'accord, il y a quand même d'autres priorités. Et à chaque pays s'inquiète, combien de parts allez-vous me prendre, etc. Et je dois dire que oui, ça peut fonctionner, et ça devrait fonctionner, c'est la voie à prendre. Mais est-ce qu'on va pouvoir s'engager dans cette voie? C'est autre chose. Mais tout cela va dépendre, en fait, de la confiance qu'on va être capable de s'accorder mutuellement. Si on veut que ça marche, il faut pouvoir s'accorder mutuellement, se faire mutuellement confiance pour avancer ensemble vers un objectif commun. Si l'on arrive à supprimer ces méfiances, ces préjugés que l'on en tant que pays, en tant qu'individu, à ce moment-là, on devrait pouvoir y arriver. Il faut plutôt comprendre qu'on doit se compléter. Qu'il s'agisse de cargo, de transport cargo ou de transport passager, nous nous complétons et donc on devrait pouvoir améliorer les flux à travers le continent et même à l'extérieur, vers l'extérieur du continent. Alors, moi, comme nous avons la chance d'avoir un représentant de l'AFRA avec nous, donc j'aimerais pouvoir échanger avec lui au sujet du coût des billets d'avion. Les compagnies aériennes nous ont reproché les aéroports d'être la cause du coût élevé des billets d'avion parce que les aéroports avaient des redevances qui étaient
par ailleurs trop élevé. Il y avait une rencontre qui s'était tenue au Ghana, donc il avait donc évoqué la question. Alors, moi, ce que nous avons souhaité au niveau des aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest à l'époque, c'était que les compagnies aériennes et les aéroports puissent s'asseoir ensemble pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'effectivement, le coût des billets, c'est très élevé. Et pour un Africain moyen, parce qu'un Africain, on parlait ce matin du fait que l'avion est réservé donc aux riches. C'est encore le cas en Afrique, il ne faut pas se voiler, même dans certains pays occidentaux. Le coût du billet d'avion est très élevé. Moi, j'ai payé un billet d'avion à 1 million de francs CFA, ça fait 1 500 € pour faire Dakar-Yaoundé. Ça fait environ 3 500 km. Je viens jusqu'à Paris avec un billet que nous achetons à 500, 600 000 francs CFA. Il y a un problème, véritablement un problème. Il faut trouver la solution. Je ne sais pas où se trouve le problème, mais je pense qu'il faut trouver des solutions si on veut booster le transport aérien en Afrique. Les billets sont, même nous, moi, je me considère comme privilégié. Moi, j'ai du mal à acheter des billets d'avion pour aller en vacances avec ma famille, alors que je pense que je gagne assez bien. Bon, maintenant, comment est-ce que l'Africain moyen pourrait-il voyager? Et en plus, monsieur de Lafrage, je pense que ça, ce n'est pas le responsable de l'UGACO qui parle, c'est le passager qui parle. Je pense que les compagnies africaines exagèrent un peu. Elles harcèlent les passagers. Lorsque vous achetez un billet, difficilement d'ailleurs, vous voulez changer de date, pénalité de changement. Bon, le moindre kilo d'excédent, donc le passager, vraiment, il ne s'en sort pas. Alors que certains économisent, ils prennent tout leur argent pour acheter le billet d'avion pour les vacances de leurs enfants. Et en plus de ça, il y a des problèmes. Mais par contre, ces compagnies sont très généralement en retard, elles annulent des vols, il n'y a pas de pénalité en retour. Donc c'est le passager qui est harcelé. Et vraiment, il faut que ces compagnies-là trouvent une solution à cela. Merci. Je pense quand même, je pense quand même qu'un des problèmes qu'il y a en Afrique, c'est des coûts réellement trop élevés. Le coût du fioul est plus élevé qu'ailleurs, de l'ordre de 30%. Dans certains pays, je ne les citerai pas, de l'ordre de 50%. Le coût des taxes aéroportuaires est plus élevé. Le coût de la sûreté aussi est très élevé. Le coût de la navigation aérienne, même si la SECNA est une très belle création issue ils sont nés en 1959, je crois, c'est une très belle création communautaire, mais c'est très élevé aussi. Bref, il y a un certain nombre de coûts qui viennent grever le transport aérien. Et puis, il ne faut pas oublier, on parlait des petites lignes qu'il y a en Afrique, il ne faut pas oublier que les compagnies européennes se rentabilisent sur le moyen courrier, avec des taux d'occupation des avions qui sont de l'ordre de 82 à 85%, alors que sur l'Afrique, ça plafonne, intra-Afrique, ça plafonne à 67%. Donc au bout du compte, tout ceci concourt à renchérir le prix du billet. Il n'est pas renchéri, je crois, parce que les compagnies aériennes se font du bénéfice dessus. Malheureusement, elles n'en font pas. Et je dirais que le dialogue entre compagnies aériennes et aéroports et États, je dirais, parce que c'est souvent des émanations des États. Les aéroports se fait de pays à pays avec avant tout la compagnie nationale. Mais c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup. Mais une question peut-être très naïve, on m'a déjà dit ça aussi, les compagnies africaines avec lesquelles j'avais parlé, que les coûts étaient tellement plus élevés pour eux. Mais d'où ça vient? Je pense qu'on va écouter le représentant de l'AFRA, peut-être saura nous dire, mais il est là, il pourrait peut-être nous situer. Oui, Monsieur Bosque. Donc, ah non, est extrêmement élevé. Tout ce qui est restauration, catering, etc., c'est très cher. La manutention est très élevée aussi parce qu'il y a à chaque fois des monopoles au niveau du catering, au niveau de la manutention sur l'aéroport. Le coût
des ressources humaines est aussi très élevé. Nous avons également un problème parce que nous n'avons pas vraiment de personnel vraiment fermé, donc il faut embaucher à l'extérieur de votre propre environnement. Il faut embaucher des extras. Donc, tout ceci ajoute et contribue au coût élevé. Et même le coût de l'achat d'un avion est très élevé. Ajoutez à cela le coût du carburant. Je crois que j'ai déjà dit. J'ai déjà mentionné le carburant. Les pièces détachées. Pour obtenir ces pièces détachées dans votre pays, c'est très difficile. Et pour obtenir et avoir les pièces détachées là où vous en avez envie. Donc, le coût des opérations est extrêmement élevé. Et cela impacte directement le prix du billet d'avion. C'est clair. En particulier lorsque vous regardez les 3 principaux éléments des opérations. Les assurances aussi. Les assurances sont extrêmement élevées parce qu'on est considéré comme des États à risque. Ajoutez le carburant, ajoutez le catering, ajoutez le coût de la main-d'œuvre, les salaires, tout ceci. Si vous faites l'addition, vous avez les systèmes aussi parce qu'il faut automatiser tout cela. Donc, toutes ces petites choses qui sont très coûteuses déjà individuellement, une fois que vous les additionnez, ça augmente le prix des opérations. C'est mon avis, mais peut-être que mon collègue sera d'avis différent ou souhaitera ajouter quelque chose. J'adorerais entendre son avis d'ailleurs. Sylvain Bosque wanted to say something. No? I think Jennifer is une série de monopoles, puisqu'en fait, souvent les opérations sont trop réduites pour pouvoir accueillir plusieurs opérateurs. Donc sur chaque aéroport, il y a un seul handler, une seule compagnie pour le fuel, un seul caterer, etc. Et la somme de ces monopoles fait des tarifs prohibitifs. Énormément de matériel est importé, y compris d'ailleurs le jet fuel. Souvent, il n'y a pas de raffinerie à proximité, donc on doit faire venir le jet fuel de très très loin, souvent par camion. Et tous ces coûts-là s'additionnent et font que les compagnies sont obligées de passer ces coûts aux consommateurs, ce qui fait que les tarifs sont élevés, ce qui crée une pression sur la demande, puisque du coup ça limite le nombre de personnes qui peuvent voyager. Et donc c'est un cercle vicieux, puisque on continue à forcer un cycle de régression et de manque d'économie d'échelle. Donc la réponse à tout ça, ce serait de pouvoir favoriser la concurrence. On avait vu notamment en Tanzanie l'entrée d'une compagnie à bas coût qui s'appelait FastJet, qui avait énormément développé le marché domestique grâce à des tarifs plus bas. Malheureusement, cette compagnie a disparu suite à des barrières qui avaient été érigées par l'État pour pouvoir faire de la place à sa propre compagnie nationale. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, surtout sur les vols domestiques, les tarifs bas arrivent à stimuler le marché et les classes moyennes voyagent et l'économie se développe lorsqu'on leur propose un service de bonne qualité, à une bonne fréquence, à des tarifs attractifs. Et c'est vrai aussi d'ailleurs en Afrique du Sud. Ce sera bientôt vrai au Nigeria, où on voit que le marché se développe. Donc la clé, c'est de développer en priorité les marchés domestiques, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de voyages intra-africains à but touristique. Aujourd'hui, les gens qui voyagent en Afrique sont essentiellement des hommes d'affaires entre les différents pays. En revanche, à l'intérieur des pays, il y a tous les types de voyages, que ce soit donc touristique, VFR, donc Visit Friends and Relatives, qui est aussi un vecteur très important, et puis du voyage d'affaires. Donc je pense que l'avenir est là, c'est essayer de faire en sorte de développer le domestique africain, pays par pays, et une fois que ça sera arrivé, on arrivera à faire baisser les coûts d'exploitation et développer le marché international. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. Je pense que, premier point, sur les coûts, les divers surcoûts que nous avons en Afrique, je ne pense pas que ce soit irréversible. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où les rencontres avec l'État, parce que c'est l'État qu'il y a derrière de l'autre côté, ont conduit à dire, finalement, vous organisez une marge sur l'ensemble de vos activités aéroportuaires, fuel et compagnie, et en même temps, vous organisez une perte structurelle de votre compagnie nationale que vous subventionnez.
Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas arriver à des choses plus saines, avoir un niveau de taxe qui demeure plus raisonnable, et en même temps ne plus avoir besoin de subventionner votre compagnie nationale? Je dirais que cet effort a été entrepris avec un certain succès, de telle sorte que la compagnie arrive à l'équilibre maintenant. Donc ce n'est pas irréversible. On peut arriver à faire ces efforts, mais c'est un effort qui suppose beaucoup de conviction et beaucoup d'acharnement, puisque ça a pris, pour arriver à des résultats, ça a pris à peu près 3 ans de discussions âpres. Mais ce n'est pas impossible. Et sur l'autre question, moi, si j'avais une recommandation à faire aux compagnies africaines, faites avec l'aide de l'État du désenclavement domestique, parce que ça, c'est de l'aménagement du territoire. Faites du régional jusqu'à avoir un point d'équilibre sur celui-ci, et à ce moment-là, simplement, lancez-vous dans l'intercontinental à une condition essentielle, c'est que vous le fassiez avec des partenariats. Parce que je prends une compagnie qui essaie d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne cite pas de nom. Elle n'est pas connue. Si elle n'a pas un partenaire américain, elle sera vendue d'un côté et pas de l'autre. Et donc, partant de là, il faut y aller précautionneusement sur l'intercontinental. Ça coûte cher, les risques sont importants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Les pays africains ont le droit, un droit total, une légitimité totale, à aller vers l'international. Il faut qu'ils le fassent en s'appuyant aussi sur des grands groupes internationaux et sur des grandes alliances. Pour cela, ça suppose qu'ils rentrent dans un processus, c'est peut-être votre question suivante, dans un processus IOSA, dans un processus de certification, parce que sinon, s'ils ne sont pas certifiés, et s'ils ne sont pas dans les normes internationales, les normes IATA d'ailleurs, s'ils ne sont pas dans ces normes, ils n'ont aucune chance d'avoir des partenariats internationaux. Oui, effectivement, c'était une question suivante. Non, c'est pas grave, hein, c'est très bien, vous avez déjà répondu un petit peu. Parce que si j'ai bien compris, il y a souvent aussi en Afrique, il n'y a pas vraiment, en tout cas, on m'avait raconté ça, il n'y a pas assez de liaisons entre eux. Donc parfois, pour arriver, par exemple, de Rwanda, pour arriver au Maroc, il faut passer par l'Europe ou par une autre étape. Donc ça... Et quels autres freins y a-t-il? La sécurité, vous avez parlé de ça également? Oui. Bon, en fait, vous l'avez évoqué, la certification des aéroports. Bon, d'aucuns disent que les aéroports en Afrique ne sont pas certifiés, ne sont pas sécurisés parce que certains ne sont pas certifiés. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne pense pas qu'une compagnie aérienne desservirait un aéroport qui n'est pas sécurisé, ne serait-ce que pour les assurances. Donc les compagnies qui nous viennent en Afrique, en général, elles viennent rassurer parce que nos aéroports sont sécurisés. Puis la certification date il n'y a pas longtemps. Avant, il n'y avait pas de certification, mais les compagnies volaient. Donc c'est pour dire que nos aéroports sont sécurisés. Nous avons comme défi donc, la certification en ce moment des aérodromes de l'intérieur, les aéroports ouverts à la circulation aérienne publique. Autrement, les aéroports principaux sont pour la plupart certifiés. Ce dont je peux reconnaître, c'est que la décarbonation dont on parle, quelques aéroports y sont, pas pour l'essentiel, mais beaucoup donc, se sont engagés à aller donc, vers cette décarbonation à travers le programme de l'ACI, Airport Carbon Accreditation. Bon, il faut reconnaître que c'est lointain pour nous. Moi, ce que j'écoute depuis ce matin, c'est comme une aviation à 2 vitesses. Quand j'écoute ici, on parle de nouveaux carburants, de nouveaux avions, je me pose la question, alors qu'en Afrique, nous n'y sommes pas encore. Comment est-ce que ces avions viendraient en Afrique ou pas? S'il n'y a pas d'infrastructure pour recevoir ces avions modernes, je ne sais pas comment est-ce que ces avions vont voler. Ils ne vont pas peut-être voler entre eux en Europe. Donc je pense qu'on doit s'organiser ensemble pour se parler mieux. Donc le Nord et le Sud doivent se rapprocher par rapport à ces grands projets donc, qui sont en cours donc, en Occident. Depuis hier, j'entends décarbonation, de nouveaux combustibles. Bon, voilà. Donc,
Nous qui venons fraîchement de l'Afrique, bon, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais c'est pas encore d'actualité. Voilà. Et je trouve ça un peu dommageable. Bon, la digitalisation, ça va. Peut mieux faire, on va dire. Il y a du travail qui est fait. Donc, globalement, nos aéroports se portent bien. En tout cas, en Afrique du centre et de l'Ouest. On n'a pas de problème de sécurité. On n'a pas enregistré de problèmes, en tout cas, sur nos aéroports. Je pense que les compagnies également, il y a quelques rares problèmes, mais ce n'est pas récurrent. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant donc, la certification et puis donc, la décarbonation. Oui, nos intervenants par Zoom veulent ajouter quelque chose. Non, ils n'entendent pas. Moi, je reviens sur une chose. Le transport aérien est indispensable pour le désenclavement de l'Afrique. Absolument indispensable. Il faut, à défaut de s'unifier, il faut qu'ils se coordonnent. Alors, il y a des tentatives, je pense à SATAM, pour organiser la libéralisation du transport aérien en Afrique. Bon, il est déjà pas mal libéralisé. À peu près n'importe quelle compagnie peut se poser n'importe où en Afrique, c'est les accords de Yamoussoukro. Ces accords rencontrent une certaine frilosité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, il faut comprendre cette frilosité. Elle existe. Qu'est-ce qu'ils craignent ? Ils craignent finalement une mainmise de leur trafic par les grands champions, je pense en particulier à l'Éthiopienne, mais ça peut aussi être vrai de Kenya, même si Kenya est un peu moins vigoureux actuellement. Je pense à Royal Maroc. Et donc, il faut désarmer cette frilosité. Pour l'instant, elle est réelle. Il n'y adhère que du bout des lèvres, ça veut dire qu'il n'y adhère pas. Oui, c'est tout à fait la solution des problèmes africains, je pense. La réalité, c'est que l'exemple de Royal Maroc est un très bon exemple. Royal Maroc était une compagnie qui était dans une situation, on va dire, de semi-protection. Et l'État marocain a décidé de signer un accord de ciel ouvert avec l'Europe pour laisser venir toutes les compagnies européennes, y compris les low cost, tels que Ryanair ou EasyJet, etc., au coût d'exploitation très bas. En laissant un temps à Royal Maroc pour se préparer, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Royal Maroc a réussi à se transformer, à baisser ses coûts, à augmenter son niveau de performance pour pouvoir être en concurrence avec toutes les compagnies les plus puissantes low cost européennes. Royal Maroc a changé son modèle d'affaires, a survécu à cette vague énorme de concurrence qui est arrivée d'un seul coup. Résultat des courses, la compagnie est aujourd'hui une compagnie qui est en pleine forme, qui est beaucoup plus performante qu'auparavant, qui fait face, qui tient la dragée haute aux concurrents les plus forts. Les prix des billets entre le Maroc et l'Europe ont chuté considérablement, amenant un développement économique fort et favorisant, par exemple, les investissements non seulement touristiques, mais aussi industriels européens et du monde entier au Maroc. Donc je pense que c'est un exemple extrêmement intéressant et qui prouve que la libéralisation, quand elle est menée avec un peu d'élan et de la planification, permet le développement. Et il ne faut pas oublier que c'est vrai, comme le disait Jean-Claude, l'aviation est indispensable au développement économique, et surtout en Afrique. En revanche, souvent les gouvernements pensent qu'en protégeant leur compagnie, ils vont protéger l'emploi. En réalité, ils dissuadent les investissements, ils pénalisent la connectivité et ils pénalisent en réalité l'économie de leur pays. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de par exemple, Qatar Airways et tout ça qui s'implante aussi, je crois, pas mal? C'est pas. Je pense que. Bon, il faut distinguer. Il y a le trafic nord-sud, le trafic est-ouest, et le trafic intra-africain. Le trafic intra-africain, Qatar Airways n'y est pas plus qu'Emirates, etc. Le trafic nord-sud, ils n'y sont pas non plus. Le gros du trafic est entre l'Europe et l'Afrique. Je parle pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est essentiellement vers la France. Essentiellement, aux 2/3 vers la France. D'ailleurs, il faut reconnaître que ce trafic international, intercontinental, essentiellement vers l'Europe, est plus fort encore que le trafic intra-africain. Il est plus fort. Le
trafic intra-africain est inférieur au trafic intercontinental. Alors, non, mais je parle de l'ensemble, je parle de l'ensemble sur ce trafic-là, qui est le trafic intercontinental. Oui. Absolument. Sur le trafic Est-Ouest, il y a des compagnies africaines. Je pense que l'essentiel du trafic vers l'Asie depuis l'Afrique de l'Ouest est fait par Ethiopian, par Kenya en deuxième lieu, probablement Turkish en troisième lieu, et après viennent Qatar et Emirates. Il suffit de regarder une map monde pour voir qu'il faut 4 heures de plus pour monter et redescendre. Donc c'est Ethiopian qui est en tête. Le trafic nord-sud, c'est essentiellement Air France, Royal Air Maroc, et ça commence à être Turkish. Je parle pour l'Afrique de l'Ouest, là. Sur l'Afrique de l'Est, je pense que c'est British Airways, etc. Mais je connais moins l'Afrique de l'Est, je laisse à Madame le soin d'en parler. Voilà. D'accord. Mais je crois qu'on est déjà à la fin également. Donc, bon, on espère que tous les freins vont être levés pour que l'Afrique décolle finalement. Mais je crois qu'il y a aussi des initiatives maintenant à l'IATA et tout ça qui veulent promouvoir l'aéronautique et le transport aérien. Donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup aux intervenants.